des médecins et malheureusement qui n'ont pas d'agrément avec lesquels nos habitants, les populations passent pour se soigner. Quelles sont vos pistes de solutions vu qu'il n'y a pas des cliniques trafiquées qui, par exemple, s'occupent pas réellement de nos patients? Bon, c'est une très bonne question. En fait, nous, médecins, quand on a le diplôme, pour créer, ouvrir des cabinets médicaux ou d'autres studios de santé, il faut un agrément. Mais pour avoir l'agrément, il faut obligatoirement être inscrit à l'ordre des médecins. Parce que l'exercice de la médecine, dans ce cas précis, c'est vraiment une profession libérale, mais une profession qui doit être moralisée, mais au maximum. Alors, pour cette moralisation de l'exercice de ce métier, il faut les ordres de médecins. C'est vrai, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les ordres tardent vraiment à se mettre en place. Théoriquement, il y a des ordres, mais dans la pratique, eh bien, nous sommes en train de corriger. Parce que j'ai trouvé que ordre des médecins, ordre des pharmaciens, ordre des sages-femmes, etc. Alors, c'est vraiment difficile. Mais pas plus longtemps que la réunion du cabinet du lundi, eh bien, j'ai donné des instructions à l'inspecteur général de la santé d'ici la fin du mois que tous les ordres soient installés. Parce que ce sont ces ordres qui régulent l'exercice du métier. Et le ministère de la Santé, c'est à lui que revient eh bien, les mesures coercitives. Mais quand l'ordre constate et en compte, ceux qui n'ont pas d'agrément, soyez rassurés, nous allons fermer purement et simplement ces cabinets. Quels sont vos rapports avec vos collaborateurs ici? Pour mon part, de bons rapports, mais approchez-les et leur posez la question. Puisque, en principe, quand on commande, on pense bien faire, mais ceux qui obéissent, ceux qui observent, ceux qui sont les collaborateurs, sont ceux qui peuvent apprécier. Est-ce qu'il n'y a pas des publics qui ne vous laissent pas travailler et qui sont là pour mettre pied dans vos politiques pour ne pas qu'ils s'avancent? Non, et que vous n'avez pas un bon bilan? Non, je n'ai pas encore rencontré ça. Et si je rencontre cela, moi, j'ai à qui rendre compte. Si je rencontre quelqu'un qui m'empêche de travailler, il ne faut pas qu'on applique la politique de santé. Bien, je rencontre à qui je dois, je prends une mesure pour l'écarter. Je n'ai pas rencontré. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas rencontré tel collaborateur. L'autre face de l'actualité de la sous-région, on a vu l'apparition d'un nouveau virus avec la très grave, très dangereux qui est celui qui existait. Quelles sont vos pistes de solutions pour qu'il ne s'arrête pas à la Guinée et que dans la sous-région, ça soit définitivement soigné? Non, il n'y a pas de virus d'Ebola. En Sierra Leone? S'il vous plaît. Okay. Depuis la question, il n'y a pas de virus d'Ebola plus grave que l'autre. Ah, ok. Ebola, le virus Ebola, bien, qui donne fièvre hémorragique, c'est toujours une maladie grave. Okay. Donc, il n'y a pas de chose. En un mot, ce sont des virus qui appartiennent à la famille des filoviridae. Okay. Et bien que ce soit maintenant le nouveau virus qu'on vient de trouver, ou bien celui qu'on connaît Ebola, en fait, type Congo, ou d'autres types, eh bien, ce sont tous des virus qui donnent une fièvre hémorragique grave. Donc, on vient d'en trouver un nouveau type qu'on appelle en Sierra Leone. Mais si je vais vous dire, les études sont faites et ont toujours été faites. Il faut que vous sachiez que les chauves-souris, les chauves-souris sont très porteuses de beaucoup de virus. Eh bien, vous avez entendu parler du virus Ebola,
qui sont portés par des chauves-souris frugivores, c'est-à-dire qui se nourrissent de fruits. Et le modulus qu'on vient de découvrir, alors lui, il appartient à la famille des chauves-souris, on appelle les chauves-souris insectivores. Chauves-souris et chimpanzés, ou bien ça ne peut pas. Chauves-souris. Ok. On est avec les virus de fièvre hémorragique Ebola. Mais la chauve-souris peut être porteuse également d'un autre virus bien grave, le virus de la rage. La rage. La rage aussi. Bon. Alors, mais surtout en Amérique latine, là on a des espèces appartenant à la famille des chiroptères, les vampyridés, et bien qui sont vraiment porteuses du virus de la rage. Donc, c'est dire combien de fois les animaux sont autant utiles, mais peuvent être également nuisibles. Et entre l'homme et l'animal, il y a sur le plan des maladies, il y a des relations. Alors, les maladies animales, nous les appelons les zoonoses. Les maladies humaines, on les appelle les anthroponoses. Bon. Mais un virus, un gène, peut à la fois infecter l'animal et infecter l'homme. En ce moment, on est dans des cas que nous appelons les anthropozoonoses. Donc, la chauve-souris n'est pas la seule. Il y a beaucoup. Maintenant, je vous ai entendu parler des singes, mais ce sont des singes anthropoïdes, c'est-à-dire qui sont proches des hommes et qui peuvent également être infectés. Mais il y a d'autres singes, même s'ils ne sont pas anthropoïdes, qui appartiennent de toute façon à l'espèce de singe. Juste que la population a une tête, parce que la frontière entre la Sierra et la Guinée est très proche. Quelles sont vos pistes de solutions pour qu'ils s'en atteignent pas à la Guinée et que cette maladie soit définitivement rasée sur la terre? Non, en principe, pour qu'on parle d'une maladie transmissible, c'est-à-dire qu'on parle des bactéries, ou qu'on parle des parasites, ou qu'on parle des virus, ou d'autres maladies transmissibles beaucoup plus rares, telles que les prions, qui sont d'autres genres. Et bien, pour dire qu'on va éradiquer, alors les chances sont d'autant plus grandes que si il y a des vaccins. Le traitement que nous faisons ne permet pas d'éradiquer. Alors, le jour où on va trouver des vaccins, que ce soit pour le VIH-Sida, que ce soit pour les virus qui donnent des fièvres hémorragiques, c'est-à-dire le virus Marburg, le virus Ebola, que ce soit Ebola Congo ou Ebola et autres. Et là, on peut dire qu'on peut avoir la prétention d'éradiquer. Regardez l'exemple d'éradication de grave maladie que vous n'avez pas connu, qu'on appelait la variole. La variole, c'est une maladie grave, certes, appartient maintenant à l'histoire, mais quand on a trouvé le vaccin, et comme c'est un vaccin bien stable, on a pu éradiquer la variole. En Guinée, cette maladie a été éradiquée, confirmée en 1976. Et j'ai participé personnellement à la confirmation de l'éradication de la variole en Guinée. Et il faut trouver le vaccin. Maintenant, vous allez me dire, vous pouvez me dire, et la rougeole, on a un vaccin, mais c'est un autre débat tout à fait académique. Mais retenez juste que le vaccin contre la rougeole est un vaccin très sensible. Changement de condition, eh bien, le vaccin peut ne plus être très efficace. Alors, donc, toutes les maladies avec vaccination, c'est difficile. Ensuite, il y a d'autres cas qu'on appelle les virus mutants. Mutants comme par exemple très labiles, comme le virus du sida, VIH, sida. Alors c'est un virus
qui changent, mais constamment, des génomes, et par conséquent, les antigènes qui sont là produisent à chaque moment des anticorps qui sont différents des premiers anticorps. Les anticorps, il y en a, mais qui sont différents. Alors, le temps de donner un vaccin, eh bien, ce vaccin-là va produire des anticorps, mais entre-temps, le virus a muté, il a changé, puisqu'il est labile. Alors, ces anticorps ne produisent plus rien. Donc, il faut trouver ce qu'on appelle des épitopes très très sûrs pour pouvoir fabriquer simplement des vaccins stables. Donc, voilà ce qui explique la difficulté de produire des vaccins efficaces. N'avez-vous pas peur que Ebola réalise davantage sur le terrain? Mais non. Ebola peut revenir. La seule manière, c'est ce que nous sommes en train de faire, que la Guinée est en train de faire. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons ce que nous appelons Agence nationale de sécurité sanitaire. Alors, cette équipe est constituée des épidémiologistes. Ce sont des médecins qui se spécialisent dans la surveillance du pays sur le plan sanitaire. Mais au niveau périphérique, nous nous arrangeons de telle manière qu'il y ait des cliniciens, infectiologues, épidémiologistes bien adaptés pour surveiller. Alors, regardez combien de fois il y a eu épidémie au Congo, RDC. Il n'y a pas longtemps, la Guinée a assisté. La RDC, on a envoyé une équipe, je crois, de 40 agents. Nos médecins ont été récompensés par... Ils sont rentrés, si je ne me trompe pas, avant-hier. Et aujourd'hui, le Congo souhaiterait les revoir parce qu'il y a peut-être 24 heures ou 48 heures, il y a une nouvelle épidémie qui est apparue au Congo. Donc je veux simplement dire, tant qu'on n'aura pas trouvé des vaccins efficaces, tant que les virus seront mutants, c'est-à-dire ils changent de gènes, alors on sera perpétuellement à la nuance. Et pour le cas des CDN, l'association des CDN, cette association composée des maladies du sida, on déclare publiquement qu'ils n'ont pas eu de vaccin contre leur maladie. Il y a cela 2 à 3 semaines. Et c'est que tout dernièrement qu'ils ont eu était en possession. Quelle est votre réaction face à cette situation? Je ne crois pas que pour le moment qu'on ait obtenu un vaccin encore pleinement efficace. Je ne crois pas. Je n'ai pas appris cette information. Je venais de vous dire. Je parle bien de leurs médicaments. Je sais que je n'ai pas un peu de langage technique par rapport à ça. Bon. Mais leurs médicaments, ils n'ont pas été en possession. Sinon, vaccin, pas encore. Parce que je vous ai dit que c'est un virus constamment mutant qui change. La variabilité et la labilité antigénique est là. Donc, ce sont des. On attend. Un jour arrivera, il sera peut-être possible de trouver des épitopes sûrs qu'on pourra sélectionner pour la fabrication des vaccins par ce qu'on appelle le génie génétique. Maintenant, les médicaments, ça c'est autre chose. Il y a eu murmure, beaucoup de commentaires en disant que il y a rupture, ou il y a ceci, il y a cela. C'est complètement faux. C'est vrai. C'est complètement faux. C'est faux. Okay. Il y a eu risque de rupture. Mais on a pris des dispositions. En moins de 10 jours, on n'a pas pris la rupture. Et en moins de 10 jours, on a eu les médicaments, les a arrivés et on a distribué sur toute le territoire. Et nous avons encore, le gouvernement a encore pris des dispositions pour lancer une commande de 8 milliards de francs. Et d'autres organismes aussi nous appuient. Donc, c'est faux. Il n'y a pas, pour l'instant, on a rattrapé. Il n'y a pas eu de rupture. Nous sommes au temps de la saison pluvieuse. C'est le temps des maladies, comme le choléra, le paludisme.
quelles sont vos pistes de solutions pour qu'il n'y ait pas assez de malades dans nos hôpitaux? Bon, paludisme, choléra. Des campagnes de sensibilisation, de Et vaccination, tout ça. Vous savez que tout ça là, si nous prenons, par exemple, le choléra, qu'est-ce que c'est? Là, c'est une maladie microbienne. Et cette maladie microbienne, l'homme s'infecte comment? Uniquement et strictement par la bouche. Par la bouche. Par la bouche. Alors, le manger, le toucher. non, la bouche, on mange. Si vous voulez, une expression vulgaire que j'aime employer, on mange le choléra, on avale le choléra, on boit le choléra. Le choléra ne pénètre pas par une autre porte. Que ça veut dire? Ça veut dire que chacun est tenu pour responsable de sa santé. Manger, buvez sainement, propre. Si vous le faites, vous n'avez pas de risque. Mais si vous mangez partout, c'est ça, vous pouvez avoir le choléra. Moi, j'ai participé à la première grande épidémie de choléra en Guinée. Et de 1970, j'étais encore externe des hôpitaux, j'ai participé et il n'y avait pas d'autres ressources humaines que nous. Eh bien, de 1970 jusqu'à maintenant, je n'ai jamais pris un seul comprimé pour dire que je vais me protéger contre le choléra. Je sais une seule chose, c'est l'hygiène alimentaire, l'hygiène de l'eau de poisson. Et maintenant, l'hygiène du milieu. Alors, soyons propres, on n'aura pas de choléra. Par rapport au paludisme, c'est pratiquement la même chose. Alors, les eaux, c'est dans les eaux, les moustiques, on appelle les anophèles, c'est multiplié. Tous les moustiques ne transmettent pas le paludisme. Il y a des anophélinés, c'est des anophèles, et il y a des pulex. Et les pulex en Basse-Guinée sont plus nombreux que les anophèles. Donc, il suffit aussi d'être propre. Ça, c'est l'hygiène du milieu. On va diminuer vraiment l'incidence du paludisme. J'ai été également le premier Guinéen. Le premier Guinéen responsable du laboratoire de lutte antipaludisme qu'on appelait à l'époque projet Palu, qui était financé par l'OMS. Quand je suis sorti, en 1973, j'ai été le premier directeur là-bas. Et j'ai fait une formation, j'ai même cité ça au centre OMS pour obtenir ma qualification dans la lutte contre le paludisme. Peut-être une question qui reste. Nous sommes à la fin de l'émission. Nous voulons savoir quelle est votre ambition politique dans la vie dans 2 ans. Quelle est votre ambition politique? Mais je vous ai dit que j'ai toujours fait la politique. Depuis que j'étais. Pour ces 2 dernières années, jusqu'en 2020, quelles sont vos ambitions politiques? C'est-à-dire, mais je fais toujours la politique tant que je serai physiquement bien portant, mentalement en bonne santé, je ferai toujours la politique. Quel est votre message de la fin? Le message de la fin, plus on parle de santé, et plus j'ai insisté beaucoup sur la propriété, sur l'hygiène, alors soyons propres. Que ce soit Ebola. Vous avez vu que toute la période que Ebola était là, on a dit laver les mains. Mesdames et messieurs, ici prend la fin de notre émission. On a vraiment écouté monsieur le ministre de la Santé, ministre d'État en charge de la santé. Avec lui, nous avons parlé de l'ensemble des questions sur le plan sanitaire en République de Guinée et dans la sous-région. Merci de l'avoir suivi et au prochain numéro. À bientôt.